Le seau remonta du puits, non pas avec de l'eau, mais avec du fer. Des chaînes dégoulinant de rouille et d'eau de mer pendaient là où un homme aurait dû se trouver. La veille au soir, Isaiah Green avait été vu ici même, tirant de l'eau pour la maison du maître. Ce matin, il avait disparu. Le maître, fou de rage, ordonna que le puits soit vidé, certains d'y trouver un corps. Mais au fond, il n'y avait ni homme, ni ossement, seulement l'impossible, l'odeur faible mais indubitable de sel, comme si l'eau profonde et sombre avait d'une manière ou d'une autre rencontré la mer. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour ensoleiller ma journée. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. L'air dans la forge était d'un poids physique, une couverture suffocante tissée de fumée froide, de l'odeur âcre du métal chaud et du sel de la sueur humaine. C'était un lieu de crépuscule perpétuel où le seul soleil était le cœur rugissant et affamé du feu, une bête qu'Isaiah Green nourrissait et domptait chaque jour de sa vie. En 1836, sur la plantation Fairchild, juste à l'extérieur de Charleston, cette forge était le monde d'Isaiah. Il se tenait devant l'enclume, son corps une silhouette se découpant sur la lueur orange pulsante, les muscles se contractant et se relâchant sur son dos et ses bras avec un rythme devenu aussi naturel que la respiration. Il ferrait une jument nerveuse, ses mouvements une étude de puissance contrôlée. Sa voix basse, un grondement apaisant qui calmait l'animal plus efficacement que n'importe quelle saccade ou bride. Le son rythmé de son marteau sur l'acier était le battement de cœur rebelle de la plantation, un son de création dans un lieu dédié à la subjugation. Chaque frappe était précise, façonnant le métal incandescent non pas avec une force brute, mais avec une connaissance intime de sa nature, sachant exactement quand frapper, quand refroidir, quand plier. Maître Fairchild apparut dans la large embrasure de la porte, une silhouette pâle et molle qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Sa chemise de lin était immaculée. Ses mains, jointes derrière son dos, étaient lisses et sans défaut. Seuls ses yeux étaient durs, portant l'éclat froid et estimateur d'un homme qui mesure le monde en actif et en passif. Il observa Isaiah un long moment, sa présence aspirant l'air déjà raréfié de la forge. Isaiah n'avait pas besoin de regarder pour savoir qu'il était là. Il pouvait sentir le changement dans l'atmosphère, la façon dont les grains de poussière semblaient s'immobiliser, la façon dont les ombres même s'approfondissaient. Il continua son travail, sa concentration absolue, le marteau tombant dans sa cadence régulière et ininterrompue. C'est du bon fer de Pennsylvanie, Isaiah, dit Fairchild, sa voix douce et sans inflexion. Il désigna du menton le râtelier de matière première. Fais en sorte de ne pas le gaspiller. Chaque morceau me coûte. Isaiah plaça le fer à cheval dans le seau de trempe où il siffla et fuma, abandonnant sa chaleur avec un soupir. Il se redressa, les muscles se cordant le long de sa colonne vertébrale, et se tourna pour faire face à l'homme qui le possédait. Il garda son regard respectueux, fixé sur un point juste au-delà de l'épaule de Fairchild. Oui, maître, je le rends solide. Il durera. Les mots étaient déférents, le ton obéissant. Mais dans l'espace privé derrière ses yeux, ils avaient une signification différente. Il rendait les choses solides. Lui-même était solide. Il durerait. C'était une promesse qu'il se faisait à chaque coup de marteau. Une vérité qu'il forgeait dans le feu aux côtés du fer. Fairchild voyait un outil, un bien de valeur qui pouvait transformer son fer coûteux en objet fonctionnel. Isaiah voyait un homme, un créateur dont la valeur n'était inscrite sur aucun registre. Il était vivement, douloureusement conscient de sa propre valeur, une valeur que Fairchild pouvait exploiter, mais jamais vraiment comprendre. Le regard du maître s'attarda, un poids froid, avant qu'il ne grogne, satisfait de la démonstration d'obéissance, et ne poursuive son chemin, son ombre se retirant de l'embrasure de la porte. Isaiah le regarda partir, la tension dans ses épaules se relâchant de manière presque imperceptible. Il ramassa le fer refroidi, sa courbe sombre et solide reposant dans sa paume, une petite chose parfaite qu'il avait faite de ses propres mains, et se retourna vers le cheval qui attendait. Le trajet de la forge au quartier était un voyage entre deux mondes. Il laissait la chaleur et le vacarme derrière lui, entrant dans l'air épais et humide du soir du bas pays. Le soleil saignait à travers les cyprès, peignant le ciel de nuances meurtries d'orange et de violet. Les travailleurs des champs se déplaçaient lentement, leur corps courbé par le labeur de la journée, leur visage des masques d'épuisement. Isaiah marchait parmi eux, sa propre fatigue d'une autre sorte, une lassitude de l'âme,
plutôt que du corps. Il portait la chaleur du feu en lui, une braise couvant de ressentiment qui ne refroidissait jamais complètement. Sa cabane était petite, le bois patiné d'un gris doux, mais un magnifique magnolia se tenait en sentinelle à côté, ses feuilles cireuses d'un vert profond et brillant. L'air à l'intérieur était différent, empli de l'odeur du pain de maïs cuisant dans l'âtre et du léger parfum sucré des fleurs de magnolia. Ara était là, le dos tourné à la porte, raccommodant une de ses chemises. L'aiguille se déplaçait avec une grâce silencieuse entre ses doigts fins. Elle était le centre de son monde, l'œil calme dans la tempête de sa vie. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, un doux sourire effleurant ses lèvres. « Tu portes la chaleur de ce feu en toi longtemps après que le soleil se soit couché, » dit-elle, sa voix une douce mélodie. Elle se leva et vint à lui, posant une main fraîche sur son avant-bras, sentant la tension qui irradiait de lui comme des vagues de fer chaud. Le regard d'Isaïa s'adoucit en la regardant, le masque dur qu'il portait pour le monde se dissolvant dans la sécurité de sa présence. « Ce n'est pas le feu, Ara, dit-il à voix basse. C'est la taupe. » Ils prirent leur simple repas dans le crépuscule grandissant. Le silence entre eux était confortable, rempli d'une compréhension tacite. Ils avaient un langage qui nécessitait peu de mots, une conversation menée par des regards, par le contact d'une main, par le rythme partagé de leur respiration. Après avoir mangé, il s'assit par terre, le dos contre le mur, elle s'assit devant lui, s'appuyant contre sa poitrine tandis qu'il démêlait soigneusement les nœuds de ses longs cheveux avec un peigne en bois. L'étoile du Nord était brillante ce soir, murmura-t-il dans ses cheveux, ses lèvres près de son oreille. C'était leur code, leur prière chuchotée. L'étoile du Nord était une constante, un point fixe dans un monde changeant et perfide. C'était la promesse d'une direction, la géographie d'un rêve. Elle est toujours là, répondit-elle en chuchotant, les yeux fermés, même quand on ne peut pas la voir. Sa main reposait sur le bas de son ventre, un petit geste presque inconscient. Il n'en avait pas encore parlé à voix haute. C'était un secret, trop précieux, trop dangereux pour être exprimé. Une nouvelle vie, un nouvel esprit grandissait en elle. Cette connaissance était une source de joie profonde. Une lumière si vive qu'elle en était terrifiante. Une femme enceinte avait plus de valeur. Son avenir et celui de son enfant étaient déjà calculés sur un registre. Sa vulnérabilité, et donc la sienne, avait décuplé. Les enjeux de son désir de liberté, autrefois une brûlure personnelle, étaient devenus exponentiels, un impératif désespéré pour l'avenir de sa famille. Ils avaient entendu des rumeurs d'une famille vendue d'une plantation voisine la semaine dernière, déchirée sur le bloc des enchères à Charleston. Le mari envoyé dans les champs de canne à sucre de Louisiane, la femme et les enfants dans une ferme de coton en Géorgie. La peur était une invitée constante et importune dans leur vie, une ombre qui se tapissait même dans cette petite cabane remplie d'amour. La grossesse d'Ara donnait à cette ombre une substance nouvelle et terrible. Sa dernière corvée de la journée était de tirer de l'eau pour la grande maison. Le puits communautaire se trouvait derrière les quartiers des esclaves, un cylindre trapu de briques sombres couvertes de mousse qui semblait aussi ancien que les chênes verts qui l'entouraient. Le travail était éreintant, le lourd seau en bois descendant dans les ténèbres sur une corde gémissante, puis revenant chargé d'une eau froide et lourde qui clapotait sur les bords, trompant ses mains et ses pieds. Ce soir, le vieil homme K.O. était assis sur une bûche voisine, ses mains noueuses occupées avec un morceau de bois, un couteau se déplaçant avec des coups lents et délibérés. K.O. était un ancien, un homme dont les yeux semblaient contenir la mémoire de l'Afrique, un homme qui parlait en énigme et voyait des choses que les autres manquaient. Il regarda Isaïa actionner le treuil, la tête penchée. « Ce puits est profond, » dit K.O., sa voix un grondement sourd comme des pierres qui bougent au fond d'une rivière. « Plus profond que quiconque ne le sait. Mon grand-père m'a dit qu'il boit à la terre et que la terre boit à la mer. » Isaïa fit une pause, ses bras endoloris par l'effort. Il essuya une perle de sueur de son front avec le dos de sa main, laissant une tache de suie. Il avait toujours ressenti quelque chose d'étrange à propos de ce puits. Certaines nuits, lorsque l'air était lourd et la lune pleine, il aurait juré que l'eau avait un léger goût saumâtre. Un murmure de sel qui n'avait aucun sens à tant de kilomètres du port. La mer? Demanda-t-il, sa curiosité piquée. Mais la mer est à des kilomètres d'ici.
Kao ne leva pas les yeux de sa sculpture. Un lent sourire plissa son visage buriné. L'eau se souvient du chemin, dit-il de manière énigmatique. Toute eau est une seule eau. Il termina son travail, soufflant les petits copeaux pour révéler un petit oiseau sculpté et lisse. Il le tendit à Isaïa. Puis il plongea la main dans une sacoche à sa ceinture et en sortit une unique pierre sombre, parfaitement lisse. « Pour ton Nara, dit-il en pressant la pierre dans la main d'Isaïa. Pour le nouvel esprit qui arrive. Le cœur d'Isaïa sursauta. Kao savait. Bien sûr qu'il savait. Le vieil homme voyait tout. Il referma sa main sur la pierre, sa fraîcheur un contraste saisissant avec l'air humide de la nuit. Il regarda la pierre, puis Kao, puis la bouche sombre et béante du puits. Le poids du seau d'eau qu'il venait de tirer semblait différent maintenant, plus lourd, imprégné d'une signification qu'il ne pouvait pas encore saisir. C'était comme le poids de sa servitude, le labeur sans fin et répétitif de sa vie. Mais les mots de Kao, étranges et mystiques, offraient autre chose. Une lueur d'espoir impossible. Un chemin qu'il n'avait jamais imaginé. Une porte là où il n'avait jamais vu qu'un mur de briques sombres et humides. Il ressentit une secousse de peur et d'émerveillement, le sentiment que le monde était bien plus vaste et bien plus mystérieux qu'on ne lui avait jamais permis de le croire. Les mots du vieil homme plantèrent une graine dans le sol fertile de son désespoir. Une graine qui commença à germer en une idée folle, incroyable. Toute eau est une seule eau. Il regarda dans l'obscurité du puits, et pour la première fois, il ne vit pas une fin, mais un commencement. Cette nuit-là, la cabane était une poche d'obscurité scellée contre le monde. Ara dormait, sa respiration un rythme doux et régulier dans le silence. Mais le sommeil était un pays où Isaïa ne pouvait entrer. Les mots de Kao avaient ouvert une porte dans son esprit, et maintenant un torrent de pensées s'y engouffrait. Toute eau est une seule eau. La phrase résonnait, tournant et retournant. Moins une énigme qu'une déclaration d'un fait profond et caché. Il se leva de leur paillasse, se déplaçant avec le silence du nombre, et trouva la planche de bois qu'il avait cachée sous une lame de plancher lâche. Avec un morceau de charbon de bois sauvé de la forge, il commença à dessiner. Il n'était pas un homme de lettres, car lire et écrire étaient des crimes qui pouvaient lui coûter ses mains ou sa vie. Mais il était un maître des motifs. Les rythmes de la forge, les saisons de l'année, le grain d'un morceau de bois. Il comprenait ces choses à un niveau plus profond que les mots. Il s'agenouilla sur le sol rugueux, la seule lumière un éclat de lune à travers une fissure dans le mur, et commença à faire ses marques. Il dessina la lune, un cercle parfait pour la pleine lune, un croissant pour sa croissance et sa décroissance. À côté, il fit d'autres marques, un système de sa propre invention. Il réfléchit, forçant sa mémoire à parcourir les semaines et les mois passés. Il se souvint des nuits où il avait tiré l'eau et remarqué l'étrange et faible salinité. Il essaya de relier ces nuits à la forme de la lune dans le ciel. Il se souvint des voyages au marché de Charleston, de rares occasions où Fairchild avait besoin de provisions rapportées de la ville. Il se souvint de l'odeur du port, un parfum épais et humide de sel, de poissons et de cordes mouillées, une odeur de distance, d'ailleurs. Il essaya de trouver un rythme, une conversation secrète entre le lointain et vaste océan et le puits profond et sombre. Son tableau grandit, une tapisserie complexe de cercles, de lignes et de croix. C'était un document dangereux, la carte d'une science interdite. Chaque nuit devint un rituel. Après sa dernière corvée, il ramenait une louche d'eau du puits à la cabane. Pendant qu'Ara dormait, il accomplissait une communion secrète, prenant une petite gorgée, laissant le reposer sur sa langue. Il ne goûtait pas seulement le sel. Il goûtait le changement, la température, un subtil changement dans son caractère qu'il ne pouvait que sentir. Certaines nuits, elle était plate, terreuse, ayant le goût de la boue et de la mousse. D'autres nuits, une minéralité distincte et vive s'épanouissait dans sa bouche, le fantôme du sel. Il marquait sa planche, son cœur battant la chamade avec un mélange de terreur et d'exaltation. Il n'espérait pas seulement un miracle. Il en étudiait la mécanique. Dans l'obscurité suffocante de sa cabane, entouré par la certitude brutale de sa servitude,
Isaiah Green devenait à la fois un scientifique et un mystique, un étudiant des marées que personne d'autre ne connaissait. Le monde à l'extérieur de la cabane, cependant, n'avait aucune patience pour les études secrètes. La plantation fonctionnait sur un rythme de peur, et son chef d'orchestre était le contremaître, un homme nommé Blevin. Blevin était un homme taillé dans la malveillance avec une bouche cruelle et mince et des yeux pâles et vigilants qui ne manquaient rien. Il avait remarqué un changement chez le forgeron, une distraction, une nouvelle profondeur dans le regard de l'homme qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, mais que ses instincts de prédateur enregistraient comme une déviation de la norme. Il commença à surveiller Isaiah, sa présence une ombre constante et troublante au bord de la vision d'Isaiah. Un après-midi étouffant, Blevin apparut à la forge, se déplaçant avec un silence plus menaçant qu'un cri. Isaiah réparait un jeu de chaînes, les lots fer et chaînes qui faisaient constamment partie de son travail, un sinistre rappel des outils de sa propre oppression. Fairchild paie pour une journée de travail complète. Pas pour une journée de rêverie, mon garçon, dit Blevin, sa voix à ricanement bas. Il ramassa le marteau, testant son poids, ses yeux ne quittant jamais Isaiah. Isaiah ne brocha pas. Il continua son travail, ses mouvements économiques et précis. Je finis juste ce maillon, monsieur Blevin. Blevin se pencha plus près, inspectant la chaîne qu'Isaiah réparait. Il passa un pouce sur le nouveau rivet, son contact s'attardant sur le fer roi. Tu as l'air de bien t'y connaître avec ça, dit-il, l'insinuation épaisse et laide. C'était un test, une provocation conçue pour susciter une lueur de peur, un éclair de colère, toute réponse émotionnelle qu'il pourrait saisir et punir. Le cœur d'Isaiah martelait contre ses côtes, un oiseau frénétique piégé dans une cage d'os. Il pouvait sentir le regard froid du contremaître sur lui, un poids physique. Mais des années de pratique lui avaient appris à construire une forge en lui-même, à brûler ses émotions jusqu'à un noyau dur et impassible. Il garda son visage un masque d'obéissance placide, ses yeux concentrés sur la tâche à accomplir. « Je fais juste le travail, monsieur Blevin », répéta-t-il, sa voix plate égale. À l'intérieur, il était une tempête de fureur et de peur. Blevin était un prédateur qui tournait en rond, sentant un changement dans le troupeau, et Isaiah savait qu'un faux mouvement, une lueur de défi dans ses yeux pouvait faire s'abattre le fouet de l'homme sur lui. Blevin le fixa pendant un autre long et tendu moment. Puis, ne trouvant aucune fissure dans le masque, il grogna de frustration et s'éloigna d'un pas sec. Isaiah laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Les muscles de ses épaules hurlaient de tension. La rencontre le laissa secouer, un rappel brutal que pendant qu'il complotait une évasion mystique, la menace physique de son monde était omniprésente et mortelle. Quelques jours plus tard, il rencontra Ara dans un endroit isolé près des bois où les femmes lavaient le linge. L'air était épais de l'odeur de savon de lessive et de terre humide. Il pressa la pierre sombre et lisse de Kao dans sa paume. Ses doigts se refermèrent autour d'elle, ses yeux interrogateurs. Avant qu'il ne puisse parler, Kao lui-même émergea des arbres comme s'il avait été convoqué par leurs pensées. Il se déplaçait avec une intention silencieuse, sa présence à la fois réconfortante et troublante. Il donna à Ara un paquet de racines sombres et noueuses attachées avec un morceau de ficelle. « Fais infuser ça en thé, » lui dit-il, son regard direct et significatif. « Ça te rendra malade pendant un jour ou deux. Juste une fièvre d'été. Ça arrive tout le temps. » Ce n'était pas une suggestion. C'était une instruction, un plan, un moyen de la faire paraître malade, moins apte aux travaux pénibles, et surtout, moins désirable à la vente. C'était un bouclier temporaire, une petite tromperie dans une guerre de tromperie. Ara regarda les racines, puis Kao, ses yeux écarquillés d'un mélange de peur et de compréhension. Elle hocha la tête, serrant les racines et la pierre contre sa poitrine. Kao tourna ensuite son attention vers Isaiah, et sa voix baissa encore plus, devenant un murmure conspirateur qui se fondait avec le bruissement des feuilles. La prochaine plaine, l'une est une marée de viveaux. L'océan sera haut. La terre sera pleine. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Le puits sera prêt à recevoir un cadeau. C'était ça, la dernière pièce cruciale du puzzle.
pas seulement une nuit au hasard, mais un alignement spécifique et puissant des forces naturelles. Le compte à rebours du plan d'Isaïa devint soudainement assourdissant. L'espoir abstrait, l'étude secrète. Tout cela coalessa en un seul point dans le temps. Il ressentit une vague de gratitude si forte qu'elle faillit le faire plier genoux, suivie immédiatement par une vague de pure terreur glaciale. Le chemin n'était plus un rêve. Il était réel, et il avait une date. Il regarda Ara, sa main posée sur son ventre, et il sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cette nuit-là, la forge était un endroit différent. Longtemps après que la plantation soit tombée dans un sommeil profond et épuisé, Isaïa se glissa de nouveau dans le crépuscule familier de son atelier. Le grand feu était couvert, son cœur réduit à un lit de braise rouge pulsante qui jetait une faible lueur démoniaque sur les murs. Il se déplaçait avec un silence exercé, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le sol en terre battue. Il ne travaillait pas avec le précieux fer de Pennsylvanie de Fairchild cette nuit. Au fil des mois, il avait mis de côté des chutes, des morceaux cassés, des bouts de métal qu'il avait trouvés ou échangés, les cachant dans une bûche évidée à l'arrière de la forge. C'était son propre fer, sa propre réserve secrète. Il découvrit soigneusement les chaînes qu'il était forcé de porter chaque nuit, les lourds fers qui reliaient ses chevilles avec une chaîne courte et épaisse. C'était un poids froid et familier, un rappel constant de son statut. À l'aide d'une paire de pinces, il tint l'un des maillons centraux au-dessus des braises mourantes, sa main ferme, sa concentration absolue. Il n'essayait pas de le faire fondre, seulement de le chauffer, d'adoucir sa trempe, d'introduire une faiblesse qui serait invisible à l'œil nu. Chaque coup de son petit marteau était étouffé, un bruit sourd absorbé par la nuit. Il travaillait avec la concentration intense d'un chirurgien, chauffant, tapotant, puis laissant le maillon refroidir lentement dans la cendre, préservant sa couleur et sa texture. Il examina son travail à la faible lumière, passant son doigt sur le maillon. Il semblait solide, identique aux autres, mais il savait qu'avec une torsion nette et spécifique, au bon angle, il se briserait. C'était un acte de sabotage périlleux et délicat. Puis, à partir d'un autre morceau de ferraille, un éclat d'acier dur, il commença à forger quelque chose de nouveau. C'était un petit pic en métal aiguisé, pas plus grand que son doigt, avec une pointe et une extrémité aplatie qu'il pouvait saisir. Il le chauffa et le martela avec la même intensité silencieuse, le trempant dans un pot d'huile cachée pour lui donner une dureté cassante. C'était la clé, l'outil de sa déconstruction. Pendant qu'il travaillait, il pensait à la sensation de la chaîne, à la morsure froide du fer contre sa peau, à la façon dont elle restreignait sa foulée, au poids constant et lancinant qu'il avait porté pendant des années. Il ne brisait pas seulement une chaîne. Il démantelait une partie de sa propre vie, enlevant une couche d'identité qui lui avait été imposée. La forge, si souvent le lieu de son esclavage, l'endroit où il créait les outils même de la servitude, était devenu son atelier de liberté. La faible lueur rouge des braises illuminait la sueur sur son front, la lumière féroce et concentrée dans ses yeux. Cet unique acte de création silencieux était le défi ultime, un microcosme de tout son plan impossible, utilisant les outils du maître et sa propre ingéniosité secrète pour forger une nouvelle réalité pour lui-même. Maillon par maillon brisé. Le fragile espoir qu'Isaïa avait forgé dans la chaleur secrète des braises fut brisé par la convocation banale. Une grille décorative en fer sur le porche de la grande maison avait rouillé au niveau de sa charnière, et il fut appelé pour la réparer. La tâche était simple, mais l'endroit était une cage dorée, un lieu d'une beauté suffocante, où l'air était rare, et chaque mot prononcé par le maître pouvait changer une vie à jamais. Pendant qu'il travaillait, agenouillé sur les planches de cyprès polis de la véranda, il était rendu presque invisible, une pièce de machinerie fonctionnelle. Maître Fairchild était là, assis dans un beau fauteuil en osier, un verre de liquide ambré suant dans sa main. Avec lui se trouvait un autre homme, un étranger à l'allure dure et bien nourrie d'un marchand, ses bottes polies à un haut lustre, ses yeux balayant constamment, calculant. Isaïa garda la tête baissée, sa concentration sur le travail délicat de remettre en place le fer forgé réparé. Mais il écoutait. Il avait appris que la survie sur la plantation Fairchild dépendait autant de l'écoute que du travail. Les prix du coton ne sont plus ce qu'ils étaient, disait Fairchild,
sa voix teintée d'une frustration proche d'une plainte. Il avait le grief perpétuel d'un homme dont les appétits dépassaient sa fortune. Une mauvaise série de cartes, quelques mauvais investissements, et soudain un homme est à court. Le marchand fit un bruit de sympathie qui ne contenait aucune sympathie réelle. C'est la marche des choses. Les actifs doivent parfois être liquidés pour consolider les fondations. Il prit une lente gorgée de sa boisson. Je suis toujours sur le marché pour du nouveau stock. Bien sûr, je descends au marché de la Nouvelle-Orléans le mois prochain. La demande est insatiable. Il fit une pause. Une femme forte en âge de procréer peut rapporter un prix élevé. Ou un forgeron de premier choix, d'ailleurs. Un bon vaut son pesant d'argent. Une terreur froide, aussi vive et rapide qu'un serpent qui frappe, se noua dans les entrailles d'Isaïa. Il sentit son sang se transformer en eau glacée. Il risqua un regard sous son front, ses mains ne cessant jamais leur travail. Il vit le regard de Fairchild dériver, ses yeux devenant distants et transactionnels. Les yeux du maître balayèrent les champuis. Pendant un bref et terrible moment, ils se posèrent sur Isaïa lui-même. Une lueur d'évaluation froide. Puis son regard continua, balayant la pelouse vers la lointaine zone de lavage où les femmes travaillaient sous le soleil brûlant, où se trouvait Hara. Le regard ne contenait aucune malice, ce qui était en quelque sorte pire. C'était le regard purement pratique d'un fermier considérant quel bétail vendre pour couvrir une dette. Le monde sembla basculer sur son axe. La peur abstraite et constante d'être vendu, d'être séparé d'Hara, était soudainement devenue une menace concrète immédiate. La pleine lune, la marée de Vivo, le calendrier soigneusement construit de son évasion, tout cela était rendu insignifiant. L'avenir n'était plus un rivage lointain vers lequel il naviguait. C'était le bord d'une falaise et Fairchild était sur le point de les pousser tous par-dessus. Le fer de la grille semblait glissant de sueur sous ses mains. Il serra ses outils si fort que ses jointures blanchirent, la dure réalité du métal à contraste saisissant avec la certitude dissolvante de sa vie. Il termina la réparation dans un brouillard de panique contrôlé, ses mouvements automatiques. Il inclina la tête, devant le maître qui le congédia d'un geste impatient, déjà plongé dans les négociations avec le marchand. Isaïa s'éloigna de la grande maison. Mais il ne marcha pas. Il s'enfuit. Il se déplaça avec une vitesse et une détermination dangereusement déplacées pour un esclave. Ses longues foulées dévorant le sol entre l'opulence du monde du maître et la sombre réalité du sien. Il devait rejoindre Hara. Il la trouva dans leur cabane, le soleil couchant projetant de longues ombres à travers la porte. Il entra en trombe, le souffle court, le visage à masque de terreur. Elle leva les yeux, ses mains s'immobilisant, ses yeux s'écarquillant à sa vue. Toute l'intimité tranquille de leur petit foyer s'évapora, remplacée par un sentiment de crise épais et palpable. Il va vendre quelqu'un? Hara. La voix d'Isaïa était tendue, étranglée. Les mots sortirent de lui en un torrent frénétique. Je l'ai entendu, un marchand. Il a besoin d'argent. Il m'a regardé et il a regardé vers la buanderie. Ça pourrait être toi. Ça pourrait être moi. Ça pourrait être nous deux envoyés dans des enfers différents. On ne peut pas attendre la pleine lune. On ne peut pas attendre. Hara se leva, le visage pâle. Les racines de chaos étaient sur la petite table, un paquet de potentiels sombres et noueux. Elle regarda les yeux frénétiques d'Isaïa, puis les racines. Et à cet instant, elle comprit. La terreur était là. Il pouvait la voir dans le léger tremblement de ses mains, mais en dessous se trouvait un fond de résolution qui reflétait la sienne. Ce n'était pas une femme qui s'effondrerait. C'était une femme qui agirait. Elle marcha vers lui et posa ses mains sur sa poitrine comme pour calmer les battements frénétiques de son cœur. Son contact était ferme, rassurant. « Alors tu pars, » dit-elle, sa voix basse mais claire, coupant à travers sa panique. « Ce soir, Hara, je ne peux pas te laisser. » Commença-t-il, les mots le déchirant. « Tu le dois, » insista-t-elle, son regard inébranlable. Sa main quitta sa poitrine et se posa sur son ventre, un rappel silencieux et puissant de la troisième vie qui les liait. Il ne vendra pas une femme malade. Pas pour un prix élevé. Je boirai le thé ce soir. Sa décision fut instantanée, absolue.
Fais ce que tu as à faire. Va. Sois libre pour nous deux, pour nous trois. Le sacrifice, dans ces mots, fut un coup physique. Elle se rendrait volontairement malade, risquerait la punition, risquerait la santé de leur enfant à naître pour lui donner cette seule chose. C'était un acte d'amour si profond qu'il lui coupa le souffle. Il la serra dans ses bras, la tenant fermement, son visage enfoui dans ses cheveux. C'était une étreinte désespérée et silencieuse qui était à la fois un bonjour à un avenir qu'il ne pouvait pas voir et un adieu à la seule vie qu'il avait jamais connue avec elle. Il n'y eut pas de larmes. Leur réalité partagée était trop dure pour la douceur des pleurs. Il n'y avait qu'une résolution commune et endurcie, un accord terrible et magnifique. Ce n'était pas seulement son évasion. C'était leur rébellion, et elle menait sa part de la bataille avec des racines et de la tromperie, tout comme il mènerait la sienne avec de l'eau et de la foi. Alors que le soleil commençait à toucher l'horizon, projetant sur le monde une lueur ardente et mélancolique, Isaïa alla chercher Kao. Il le trouva au bord des champs, regardant vers l'ouest comme s'il l'avait attendu. Le visage du vieil homme était une carte routière de rides, et ses yeux contenaient un calme profond et ancien. Isaïa n'eut pas besoin de parler. Kao savait. Il pouvait voir l'énergie frénétique qui émanait du jeune homme, la finalité désespérée dans ses yeux. Kao regarda le soleil couchant, un grand orbe semblant d'orange et de rouge. La marée n'attend personne, dit-il, sa voix un grondement tranquille. Mais parfois, un homme ne peut pas attendre la marée. Il détourna son regard du ciel vers Isaïa. L'eau connaît ton cœur, Isaïa. Elle a senti ton désir. Ce sera suffisant. De la sacoche à sa ceinture, Kao sortit un petit paquet de toile cirée, bien serré. Il le pressa dans la main d'Isaïa. Il était étonnamment lourd pour sa taille, contenant l'odeur faible et terreuse d'herbes séchées et autre chose, quelque chose d'ancien. Ceci vient du temps d'avant, expliqua Kao, sa voix tombant en un murmure respectueux. C'est une carte pour ton âme, pas pour ton corps. Tiens-la, fais-lui confiance. Il se pencha plus près, ses yeux se fixant sur ceux d'Isaïa, lui transmettant les dernières et terrifiantes instructions. Tu descends dans l'obscurité. Quand tu atteins l'eau, tu ne t'arrêtes pas. Tu retiens ton souffle jusqu'à ce que tu sentes le sel. Tu m'entends? Jusqu'à ce que tu sentes le sel. N'aie pas peur du noir. C'est juste l'étreinte de l'eau. Isaïa hocha la tête, sa gorge trop serrée pour les mots. Il ne put que serrer l'épaule mince et nerveuse du vieil homme, un geste d'immense gratitude, un adieu au seul guide qu'il avait dans ce monde. Kao lui tapota la main, une bénédiction silencieuse, puis se retourna vers le coucher du soleil, son devoir accompli. Isaïa resta là, avec le poids du charme dans sa main et les instructions impossibles résonnant dans son âme. La nuit tomba complètement. Une épaisse couverture sans étoiles d'humidité et de chants d'insectes. La plantation s'installa dans son sommeil épuisé. C'était l'heure. Isaïa se dirigea vers le puits, ses mouvements délibérés, son cœur un tambour froid et lourd dans sa poitrine. Il portait le seau d'eau, sa dernière performance du rôle qu'il était sur le point d'abandonner pour toujours. L'air était calme, et chaque son était amplifié, le craquement de ses propres pieds sur le sentier, l'aboiement lointain d'un chien, le grincement du treuil du puits. Alors qu'il atteignait le puits, une silhouette se détacha des ombres plus profondes de la grande maison. Bleuvin. Sa présence fut une décharge de pure adrénaline. Le contremaître faisait sa dernière ronde, sa main reposant nonchalamment sur le fouet à sa ceinture. « Tu es dehors tard, forgeron », lança Bleuvin, sa voix teintée de sa suspicion habituelle. Il s'approcha, ses bottes silencieuses sur la terre molle, ses yeux pâles essayant de percer l'obscurité. L'être tout entier d'Isaïa lui hurlait de courir, de se battre, de faire n'importe quoi sauf de rester là. Mais il se força à rester calme, sa volonté un barrage contre le flot de panique. Il commença à tourner la manivelle, la corde gémissant en signe de protestation. Alors que le seau descendait dans l'obscurité, ses mouvements étaient réguliers, mesurés, le rythme familier d'une corvée nocturne. Maîtresse Fairchild voulait de l'eau fraîche pour la nuit, dit-il, sa voix étonnamment égale. Il ne regarda pas Bleuvin, gardant les yeux sur la corde qui se déroulait dans l'abîme.
Bleuvin resta là un long et angoissant moment. Le silence s'étira, épais de tension. Isaïe pouvait sentir le regard de l'homme dans son dos, cherchant le moindre signe de tromperie, le moindre soupçon de la rébellion qui rugissait dans le sang d'Isaïe. Il ne vit rien d'autre qu'un esclave faisant son travail. La scène était absolument ordinaire. Avec un grognement mécontent, Bleuvin se retourna et continua son chemin, sa silhouette se fondant de nouveau dans l'obscurité d'où elle était venue. Isaïe laissa échapper un souffle lent et tremblant. Le verrou avait été libéré. Le dernier garde était passé. La voie était libre. Il se tenait seul dans le silence profond et sombre. L'air frais et humide du puits montant à sa rencontre. Il sentait la terre mouillée, la mousse. Et ce soir, il imaginait la liberté. La plantation était une bête tombée dans un sommeil de plomb. Sa respiration, un bourdonnement bas et humide de cigales et de grenouilles. Dans les ombres les plus profondes derrière le puits, un espace d'une noirceur profonde, intact par les étoiles lointaines et indifférentes, Isaiah Green commença l'œuvre de sa propre création. L'air était épais et immobile, retenant la chaleur de la journée près du sol. Il sortit le petit pic acéré de la ceinture de son pantalon, le métal frais et solide contre ses doigts tremblants. Il s'agenouilla, ses genoux s'enfonçant dans la terre humide, et chercha le fer froid et familier de ses chaînes de cheville. Ses mains, guidées par la mémoire et une prière désespérée, trouvèrent le maillon central, celui qu'il avait si soigneusement, si dangereusement affaibli dans les braises mourantes de la forge. Il inséra la pointe durcie du pic dans la couture presque invisible qu'il avait créée. C'était le moment de vérité, le point où tout son travail secret, toute son étude et son espoir allaient soit réussir, soit échouer de manière catastrophique. Il prit une profonde inspiration saccadée, l'air ayant un goût de mousse et de jasmin de nuit. Il tint le pic fermement d'une main et saisit le maillon opposé de l'autre. Puis, avec une torsion brusque et violente de tout son corps, il mit toute sa force, toute sa rage et son désir dans le mouvement. Le son fut incroyablement fort dans le silence absolu, un craquement métallique sec qui sembla résonner à travers toute la plantation. C'était le son d'un os qui se brise, un son de finalité. Pendant une seconde à couper le souffle, Isaïe se figea, certain que le son avait réveillé les morts, que Bleuvin viendrait en courant, que les chiens commenceraient à hurler. Mais la nuit absorba simplement le son, l'avalant dans son vaste ventre silencieux. Rien ne bougea. La bête dormait toujours. Une douleur fulgurante lui remonta le long de la jambe là où le métal avait éraflé sa peau, mais c'était une douleur nette, libératrice, une douleur qui l'accueillait. Il ouvrit le maillon brisé et commença à défaire les lourdes chaînes cliquetantes de ses jambes. Le poids tomba, et la sensation était si étrange qu'il faillit trébucher. Pendant des années, le fer avait fait partie de lui, un appendice froid et lourd qui dictait la longueur de sa foulée, la vitesse de son mouvement, la manière même dont il se tenait. Sans lui, il se sentait anormalement léger, détaché, comme s'il pouvait s'envoler. Il se leva lentement, ses jambes tremblantes, non de peur, mais d'un sentiment profond et désorientant de nouveauté. Il fit un pas, puis un autre, sa foulée longue et sans entrave pour la première fois depuis qu'il était enfant. Il sentit les muscles de ses jambes libres de bouger, de s'étirer, de courir. Il baissa les yeux sur les chaînes enroulées dans ses mains. Ce n'était plus seulement du fer. C'était la manifestation physique de ces années volées, le poids de chaque humiliation, l'incarnation froide de la propriété de Fairchild. Dans l'obscurité profonde, tenant les instruments de sa servitude, il ressentit une vague de rage pure et sans mélange, suivie d'une vague de joie sauvage et triomphante si puissante qu'elle le mit presque à genoux. Mais il ne jeta pas les chaînes. Il ne les lança pas dans les bois, ni ne les enterra dans la terre. Son plan, né du mysticisme de chaos et de son propre esprit méthodique, exigeait un dernier acte de défi. Il se dirigea vers le bord du puits, les lourdes chaînes cliquetant doucement dans ses mains. C'était son message. C'était son testament. Il n'était pas seulement un esclave en fuite, un fantôme fugace dans la nuit. Il laissait un signe, une question qui résonnerait longtemps après son départ, un mystère qui entrait l'homme qui pensait le posséder. Il pensa à Hara, en sécurité dans leur cabane, son corps luttant contre une maladie feinte pour lui. Il pensa au nouvel esprit, à l'enfant à naître qui entendrait un jour cette histoire, l'histoire de l'homme qui alla au puits et lui donna ses chaînes en échange de sa liberté. D'un mouvement délibéré,
Presque rituel, il déposa les chaînes brisées dans le seau d'eau en bois qui se trouvait près du bord du puits. Le fer s'y déposa avec un bruit sourd et lourd, un son qui était à la fois une fin et un commencement. C'était une déclaration finale et retentissante de sa rébellion, un acte de défi calculé qui transformait son évasion d'une simple fuite en un acte légendaire. Il prenait le contrôle du récit de sa propre disparition, laissant derrière lui un symbole qui était à la fois une malédiction pour ses ravisseurs et une promesse pour son peuple. Il ne restait plus que la dernière et terrifiante étape. Il serra le petit paquet de toile cirée que Kao lui avait donné. Son contenu, un mystère, son but, un acte de foi. Il jeta un dernier regard aux quartiers endormis, un ensemble de formes sombres et silencieuses sous le vaste ciel sombre. Il envoya un adieu silencieux à Ara, une promesse murmurée à l'âme de son enfant. Puis il se tourna vers le puits. Il passa ses jambes par-dessus le muret de briques, ses pieds n'y trouvant la pierre froide et humide. Pendant des mois, lors de ses corvées nocturnes, il avait étudié cela, mémorisant l'emplacement des petites prises glissantes pour les mains et les pieds utilisés par les hommes qui descendaient occasionnellement pour nettoyer le puits. C'était une carte qu'il avait tracée avec ses yeux, un chemin qu'il avait parcouru 1000 fois dans son esprit. Il commença à descendre, son corps glissant par-dessus le bord et dans l'obscurité qui l'attendait. Le monde d'en haut, le monde de la plantation, du ciel et des arbres, disparut. Il était maintenant dans un autre royaume, un tunnel vertical de briques froides et d'obscurité absolue. L'air devint instantanément plus froid, épais de l'odeur de la terre mouillée, de la mousse et de quelque chose de plus profond. Le souffle minéral ancien du sol profond. Les bruits de la nuit s'estompèrent, remplacés par le doux frottement de ses mains et de ses pieds contre les briques, l'écho de sa propre respiration saccadée, et le goutte à goutte lent et régulier de l'eau venant de quelque part bien en dessous. Ses doigts, forts et calleux d'une vie à la forge, trouvèrent leur prise. Ses orteils cherchaient l'équilibre, pressés contre les surfaces lisses et inégales des briques. La descente était terrifiante, claustrophobique. L'obscurité n'était pas seulement une absence de lumière. C'était une présence physique, une couverture lourde et suffocante qui le pressait de tous côtés. Il descendait dans le ventre de la terre, guidé uniquement par le souvenir d'une carte et sa foi en l'étrange histoire d'un vieil homme. Chaque prise de main était une prière. Chaque placement de pied était un acte de volonté. Il ne se permit pas de penser à l'obscurité écrasante en dessous ou à la distance impossible qu'il parcourait. Il se concentra uniquement sur la prochaine prise et la suivante, son monde se réduisant aux quelques centimètres de briques que ses mains pouvaient toucher. Après ce qui sembla une éternité, son pied en quête ne rencontra pas la brique, mais la surface glaciale et choquante de l'eau. Il avait atteint le fond. Il s'arrêta, s'accrochant au mur. Ses jambes submergées jusqu'aux genoux dans la piscine glaciale. C'était le point de non-retour. Il prit une dernière grande inspiration frissonnante, remplissant ses poumons jusqu'à ce qu'ils brûlent, une bouffée de l'air du monde qu'il laissait derrière lui. Il serra fermement le paquet de Kao dans une main, puis avec une dernière poussée désespérée, il lâcha le mur et se força à passer sous la surface. Le froid fut un choc violent, volant la chaleur de son corps en un instant. Il nagea vers le bas, donnant des coups de pied dans l'eau noire et silencieuse. Ses yeux étaient fermés contre l'obscurité. Ses poumons commencèrent à crier, une agonie ardente qui exigeait d'être libérée. La panique, froide et vive, commença à griffer les bords de sa résolution. Il allait mourir ici, dans le fond boueux d'un puits. Son dernier souffle, une bulle d'air montant vers un monde qui ne saurait jamais. Mais juste au moment où la brûlure dans sa poitrine devenait insupportable, juste au moment où il était sur le point de céder, d'ouvrir la bouche et de se noyer, il le sentit. Un courant. C'était indubitable. L'eau stagnante et immobile du puits bougeait. C'était une pression douce mais ferme, une traction latérale qui était absolument impossible. Il était attiré, tiré loin du puits vertical et dans autre chose. Il cessa de se battre, cessa de nager, et se laissa emporter par le courant. Il tourbillonnait maintenant, se déplaçant horizontalement à travers un passage invisible, la pression montant dans ses oreilles. L'obscurité était totale, absolue, une privation sensorielle si complète qu'elle en était désorientante. Il s'accrocha au souvenir du visage d'Ara. L'image, un unique point de lumière dans le noir écrasant. Puis, poussé par le besoin instinctif et désespéré d'air,
Il fit ce que Kao lui avait dit de faire. Il ouvrit la bouche, s'attendant à inhaler le goût immonde des boues du puits. Au lieu de cela, sa langue rencontra le goût propre, vif et indubitable du sel. Du sel pur, non dilué. C'était le goût du port, le goût du vaste océan ouvert. Une vague de choc et d'admiration si puissante qu'elle effaça momentanément sa peur le submergea. L'histoire de Kao était vraie. Le puits buvait à la mer. Il était dans un tunnel, une rivière souterraine tumultueuse qui l'emportait à travers le cœur de la terre. Il s'était entièrement livré à l'eau. C'était un baptême, une renaissance violente et terrifiante. L'obscurité n'était plus un ennemi. C'était l'étreinte de l'eau que Kao avait promise. Le voyage sembla intemporel, un long passage tourbillonnant à travers un monde sans lumière ni son. Il vit des éclairs dans son esprit, des images de ses ancêtres enchaînés dans le ventre d'un navire, traversant la grande eau contre leur volonté. Mais son voyage était à l'envers. Il n'était pas emmené vers une terre de servitude. Il en était emporté. Un retour à la grande source purificatrice. Il retint son souffle, son corps hurlant, et fit confiance au sel, au goût impossible et miraculeux de la liberté. La première lumière de l'aube était une chose tendre et nacrée, se déversant sur les cyprès et peignant le dessous des nuages de douces nuances de rose et de gris. C'était le moment le plus calme sur la plantation Fairchild, un bref répit frais avant que le soleil ne se lève pour de bon et ne cuise le monde jusqu'à la soumission. Une jeune servante, pas plus de 10 ans, se dirigea vers le puits, ses pieds nus silencieux sur le sol humide de rosée. C'était sa première corvée de la journée, chaque jour, de chercher l'eau fraîche et profonde pour les ablutions matinales du maître. Elle actionna le treuil, ses bras minces tendus, ses mouvements exercés et rythmiques. Mais ce matin, quelque chose n'allait pas. Le seau, habituellement d'un poids maniable, semblait incroyablement lourd, comme s'il avait été rempli de pierres. Elle grogna, tirant de toutes ses forces, la corde gémissant en signe de protestation, mais le seau bougeait à peine. Confuse et un peu effrayée d'être en retard, elle appela, sa voix une petite flûte, grêle dans le vaste silence. « À l'aide. Je n'arrive pas à remonter le seau. » Son appel fut répondu par la dernière personne qu'elle voulait voir. Monsieur Bleuvin émergea de la direction des écuries, son visage déjà figé dans un froncement de sourcils. L'agacement irradiait de lui comme la chaleur de l'asphalte. « Qu'est-ce que c'est que ces piaillements ?» lança-t-il en se dirigeant vers le puits. « Au travail, fillette. Le maître attend. »« Je ne peux pas, monsieur Bleuvin, » murmura-t-elle en reculant. « C'est trop lourd. » Bleuvin laissa échapper un soupir de pure exaspération et la repoussa. Il attrapa la manivelle, avec l'intention de lui montrer comment faire, en quelques tours puissants. Il mit son poids dedans, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement de surprise. C'était lourd. Jurant à voix basse, il serra les dents et commença à tourner pour de bon, les muscles de ses avant-bras se cordant sous l'effort. La corde craqua et gémit, et lentement, centimètre par centimètre en boisson, le seau commença son ascension depuis les ténèbres. Il creva la surface de la bouche du puits, dégoulinant, et la jeune fille poussa un cri aigu et perçant qui brisa la paix du matin. Bleuvin le fixa, son esprit refusant de traiter ce que ses yeux voyaient. Le seau n'était pas rempli d'eau. Il était emmêlé dans une lourde masse de fer enroulé. Des chaînes, des fers de cheville et une longueur de chaîne épaisse, brisée à un maillon, reposaient dans le seau, dégoulinant d'une eau qui semblait plus sombre qu'elle ne le devrait. Ils étaient couverts d'une étrange rouille stratifiée qui semblait à la fois ancienne et fraîchement formée, comme s'ils avaient vieilli d'un siècle en une nuit. Il tendit une main tremblante et toucha l'un des fers. Il était froid, non pas de la simple froideur de l'eau du puits, mais d'un froid profond et intense qui semblait aspirer la chaleur du bout de ses doigts. Le cri de la jeune fille avait fait son effet. Des lumières apparurent dans la grande maison, et bientôt, Maître Fairchild lui-même traversa la pelouse en trombe, sa chemise de nuit hâtivement rentrée dans son pantalon, son visage bouffi de sommeil et de fureur. Que signifie tout cela? Qui crie à cette heure? Il s'arrêta net quand il vit le puits, quand il vit le seau, quand il vit les chaînes, son visage, déjà empourpré, devint d'un violet marbré profond. Son esprit, comme celui de Bleuvin,
sauta à la conclusion la plus évidente, la plus exaspérante. Isaïe. Siffla-t-il, le nom une malédiction sur ses lèvres. Il pointa un doigt tremblant vers le puits. Il est là-dedans. L'idiot s'est suicidé, s'est jeté dans le puits comme un chien sans valeur. La rage était absolue, mais ce n'était pas la rage du deuil. C'était la fureur d'un homme dont la propriété s'était volontairement détruite, lui refusant sa valeur. « Sortez-le de là, rugit-il, sa voix se brisant. Sortez-le de mon puits. J'aurai sa peau, mort ou vif, je ferai de lui un exemple. » Le vidage du puits devint un sinistre spectacle public, un monument à la fureur impuissante de Maître Fairchild. Il ordonna à chaque bras disponible de s'atteler à la tâche, retirant les hommes des champs, les femmes de la buanderie, créant une chaîne humaine frénétique de travail forcé sous le soleil désormais brûlant. Toute la plantation fut paralysée, son rythme quotidien brisé par l'obsession du maître. Seau après seau d'eau sombre et froide fut hissé et déversé sur le sol assoiffé, formant une mer de boue grandissante autour du puits. Fairchild se tenait là, les bras croisés, le visage à masque orageux, comme si sa seule volonté pouvait forcer le puits à rendre son mort. À mesure que le niveau de l'eau baissait, une odeur étrange et inconnue commença à monter des profondeurs. Ce n'était pas l'odeur attendue de l'eau stagnante, de la boue et de la décomposition. C'était une odeur propre, vive et saumâtre qui chatouillait le fond de la gorge et parlait de vastes espaces ouverts. C'était l'odeur indubitable de la mer. Les travailleurs esclaves, leurs visages luisants de sueur, échangèrent des regards nerveux et interrogateurs. Ils connaissaient l'odeur du port, mais le port était à des kilomètres. Que cette odeur monte du cœur de la plantation, d'un puits d'eau douce, était une chose qui n'avait pas de sens, une fissure dans le monde connu. « Quelle est cette odeur ?» demanda Fairchild, sa voix épaisse de dégoût. Il plissa le nez, offensé par cette nouvelle couche de défi du monde qu'il était censé commander. Bleuvin, debout à côté de lui, n'avait pas de réponse. Il renifla l'air, le front plissé de confusion. Ça sentait le mensonge. Ça sentait l'impossible. Depuis le porche de sa cabane, où elle avait été confinée par sa fièvre d'été, Ara observait la scène chaotique. Elle avait consciencieusement bu le thé amer de chaos, et les racines avaient fait leur travail. Une sueur moite perlait sur sa peau. Ses membres semblaient faibles, et une pâleur convaincante s'était installée sur son visage. Elle jouait son rôle à la perfection, un masque de chagrin pitoyable fixé sur ses traits pour quiconque pourrait la regarder. Mais à l'intérieur, son cœur était une violente tempête de terreur et d'espoir. Lorsque les premiers faibles murmures de l'odeur de sel l'atteignirent, portés par la brise humide, elle faillit halter. Elle connaissait cette odeur. C'était l'odeur des mots d'Isaïe, de la promesse de chaos. C'était l'odeur d'un chemin que personne ne pouvait voir. C'était l'odeur de son succès. Une seule larme chaude s'échappa et traça un chemin à travers la poussière sur sa joue, une larme non de chagrin, mais d'un espoir si féroce et terrifiant qu'il en était presque douloureux. Elle pouvait sentir l'océan, et elle comprenait. Il avait réussi. Il avait emprunté la route de l'eau. Le soleil atteignit son zénith, tapant sans pitié. Le tas de boue grandit, et l'odeur de sel devint une présence indéniable, flottant épaisse et lourde dans l'air. La fureur du maître se mua en une frustration maussade et déconcertée. Son pouvoir, son autorité, sa propriété absolue des gens et de la terre avaient échoué face à une simple odeur. Pour les esclaves qui transportaient les seaux, leurs bras et leur dos hurlant de fatigue, l'odeur était un message secret. Ils regardaient la rage de leur maître se heurter au rivage d'un mystère qu'ils ne pouvaient comprendre. Et dans les parties les plus profondes et les plus cachées de leur cœur, une nouvelle et dangereuse graine d'émerveillement commença à prendre racine. En fin d'après-midi, le puits était enfin vide. Le dernier se remonta avec un bruit de succion épais, rempli de rien d'autre que de boue noire et nauséabonde. Le grand spectacle avait atteint son paroxysme. Il y eut un silence tendu et plein d'attentes. Fairchild, le visage brûlé par le soleil et sombre, fit un geste du menton. « Descends là-dedans » ordonna-t-il à Bleuvin. « Trouve-le. » Une lourde corde fut attachée autour de la taille de Bleuvin, et il fut descendu dans la gueule circulaire et sombre du puits. Il disparut de la vue,
ses jurons résonnant dans le puits de briques alors qu'il glissait dans la boue au fond. La foule attendait, retenant son souffle. Ara, toujours sur son porche, pressa sa main contre sa bouche, ses jointures blanches. Après quelques longs et tendus moments, la voix de Bleuvin, étouffée et déformée, monta des profondeurs. Il n'est pas là. Il n'y a rien ici. Il fut remonté, couvert de boue noire et puant le sel. Il trébucha hors du harnais, son visage un masque d'incrédulité et de frustration. C'est vide, rapporta Théil à Fairchild en secouant la tête. Il n'y a pas de corps, pas d'os, pas de vêtements. Rien. Juste de la boue. Il fit une pause. Son front se plissa alors qu'il essayait de donner un sens à ce qu'il avait vu. Il y a une fissure du côté, et une petite fissure dans la maçonnerie. L'eau, l'odeur, ça semble s'infiltrer de là. Il secoua de nouveau la tête comme pour se l'éclaircir. Mais ce n'est pas plus grand que ma main. Ara ne pourrait pas passer, encore moins un homme. Ça n'a aucun sens. Fairchild le fixa, son visage une toile d'émotions contradictoires. Rage, confusion, et un sentiment naissant et terrifiant d'être moqué par une force qu'il ne pouvait nommer. Il refusait d'y croire. C'était un tour. Ça devait être un tour. Il est là dehors, gronda-t-il en se tournant vers les esclaves assemblés, sa voix rauque de fureur. Il est dans les bois. Il est sur les routes. Il se cache. Il éleva la voix jusqu'à un rugissement, une proclamation au monde. 100 $. 100 $ en argent pour l'homme qui le trouvera. Je veux qu'on le trouve. La chasse commença. Un exercice de pouvoir frénétique et inutile. Des patrouilles furent envoyées. Les bois furent fouillés. Les routes furent surveillées. Mais c'était une chasse aux fantômes. Isaiah Green avait disparu de la surface de la terre. Le puits vide, puant la mer lointaine, était un trou béant dans l'autorité de Fairchild, un témoignage silencieux et moqueur de son échec. Le mystère de la disparition était 1000 fois plus exaspérant, plus corrosif pour son pouvoir qu'une simple évasion compréhensible ne l'aurait été. On l'avait laissé avec une question sans réponse, et cela commença à le ronger, un poison pour lequel il n'y avait pas d'antidote. Cette nuit-là, une autre sorte d'histoire se racontait dans les quartiers. L'énergie frénétique de la chasse, la rage du maître, les aboiements des chiens, tout cela semblait lointain, faisant partie d'un monde différent, moins important. Ici, dans les espaces clos et sombres des cabanes, l'ambiance n'était pas à la peur, mais à une admiration profonde et tremblante. On parlait à voix basse. Les mots passaient de personne en personne comme un texte sacré. On parlait des chaînes dans le seau, une dernière offrande provocatrice. On parlait de l'odeur impossible de sel, un signe d'un monde au-delà du leur. Une des anciennes, une femme dont la mémoire remontait à des décennies, regarda vers l'obscurité comblée où se trouvait le puits, et hocha lentement la tête. L'eau la prit, murmura-t-elle, sa voix remplie d'une certitude qui transcendait la logique. Elle a entendu sa peine, et elle l'a ramenée à la maison. Dans un coin, le vieil homme K.O. était assis sur son tabouret, un petit sourire presque imperceptible jouant sur ses lèvres. Il ne dit rien, écoutant simplement l'histoire prendre racine. Une histoire qu'il avait aidé à planter. Ses yeux trouvèrent ceux d'Ara à travers la pièce bondée. Et pendant un bref instant, une compréhension secrète et partagée passa entre eux, une reconnaissance silencieuse du miracle dont ils avaient été témoins. Plus tard, seul dans l'obscurité suffocante de sa propre cabane, Ara était allongé sur sa paillasse, la maladie feinte ayant cédé la place à un épuisement profond et secouant l'âme. Elle tenait la pierre lisse et fraîche qu'Isaiah lui avait donnée, celle que K.O. avait bénie. C'était une chose solide, réelle, dans un monde qui s'était dissous en légendes. L'air qui entrait par la fenêtre portait encore la faible odeur propre de l'océan, un parfum de distance impossible. Elle serra la pierre contre sa poitrine, un morceau de la terre qu'il avait laissé derrière lui, et murmura son nom dans l'obscurité. Ce n'était pas un cri de chagrin ou de perte. C'était un murmure de révérence, d'admiration, d'un amour si puissant qu'il avait tordu les règles du monde. Isaiah Green était parti. Mais à sa place, une histoire était née. Une histoire qui disait qu'un homme pouvait donner ses chaînes à l'eau et s'en aller libre.
C'était une histoire qui disait que le monde était plus grand, plus magique et plus rempli d'espoir que leur maître ne pourrait jamais le comprendre. Et cette histoire, elle le savait, ne serait jamais capturée. Une décennie, c'est une vie. Sur la plantation Fairchild, c'était une éternité de déclin, lent et inexorable. Les vers vibrants des champs s'étaient estompés, étouffés par les mauvaises herbes et la négligence. Les clôtures s'affaissaient, la peinture s'écaillait de la grande maison comme une peau brûlée par le soleil, et un silence envahissant avait remplacé les sons rythmés du travail. La ruine n'avait pas commencé avec un incendie ou une tempête, mais avec un mystère. Elle avait commencé avec une odeur persistante et impossible de sel et un puits vide. Maître Fairchild, maintenant un homme voûté et vidé par les années écoulées, avait perdu une fortune à chasser un fantôme. La récompense de $100 avait gonflé jusqu'à 1000, puis en une petite fortune versée dans les poches de chasseurs de primes, de traqueurs et de charlatans qui ne lui apportaient que de fausses pistes et des rumeurs chuchotées. Il était devenu un homme obsédé, son autorité s'effritant avec ses finances alors qu'il poursuivait un fantôme qu'il ne pourrait jamais attraper. La disparition d'un seul homme, un unique forgeron, avait plus contribué à sa ruine que n'importe quelle rébellion ouverte. Une rébellion qu'il aurait pu comprendre, qu'il aurait pu écraser avec une brutalité satisfaisante. Mais c'était différent. C'était une moquerie silencieuse et insidieuse de son pouvoir. Une énigme qu'il avait rongée de l'intérieur. Le puits avait été comblé des années auparavant, une cicatrice de terre tassée et de mauvaises herbes chétives que Fairchild évitait avec une terreur superstitieuse. Il passait la plupart de ses journées maintenant sur la véranda, un verre de whisky perpétuellement à la main, les yeux vides. Parfois, lorsque le vent soufflait juste de l'est, il levait la tête et reniflait l'air, son esprit lui jouant des tours. Il croyait encore sentir le sel. L'odeur était un tourment, un rappel du jour où son pouvoir absolu avait rencontré une force qu'il ne pouvait comprendre. C'était l'odeur de sa propre défaite. Il avait perdu plus qu'un esclave de valeur et une part importante de sa richesse. Il avait perdu le fondement de son monde, la certitude inébranlable qu'il était le maître de son domaine, que les lois de la nature et de l'homme se pliaient à sa volonté. Isaiah Green ne s'était pas seulement échappé, il avait percé la réalité, laissant Fairchild se vider de son sang dans un monde qui n'avait plus de sauce. Loin de là, dans une ville de briques et de pavés, l'air était vif et frais, portant l'odeur de la fumée de charbon et du pain cuit, pas du jasmin et de la boue des marais. Dans une petite maison soignée d'une communauté noire libre de Philadelphie, un autre type d'héritage était entretenu. Ici vivait Hara, son visage marqué par le souvenir des épreuves, mais illuminé par une force tranquille et résiliente. Elle avait finalement trouvé son propre chemin vers la liberté, un voyage éprouvant sur le chemin de fer clandestin des années après la disparition d'Isaiah, sa fuite rendue possible par le chaos et le déclin qui avaient consumé la plantation Fairchild. Son fils, Isaac, un garçon de 9 ans aux yeux vifs, avec les mains fortes de son père et l'esprit doux de sa mère, était assis à ses pieds, le menton sur les genoux, captivé. Elle lui racontait une histoire, l'histoire qu'elle avait portée dans son cœur comme une braise sacrée sur des centaines de kilomètres. Ce n'était pas une histoire de fouet et de chêne, mais d'eau et de magie. « Et ils ne l'ont jamais trouvée ?» demanda Isaac, sa voix un murmure d'admiration. C'était sa partie préférée de l'histoire, la partie qui ne changeait jamais. La partie qui le remplissait toujours d'un sentiment d'émerveillement. Hara sourit, un sourire lent et magnifique qui semblait lisser les rides d'inquiétude de son visage. Elle tendit la main et écarta doucement une mèche rebelle de son front. « Non, mon enfant, » dit-elle, sa voix douce comme du velours usé. « On ne peut pas trouver un homme qui marche sur l'eau. Le monde du maître est petit et construit sur des choses qu'il peut voir et toucher. Ton père, lui, est entré dans un monde plus grand. » Elle se pencha en avant, ses yeux brillants. Il a donné ses chaînes au puits en eau fraude. Et l'eau, elle s'est souvenue du chemin du retour. Elle l'a porté à travers la terre sombre jusqu'à la mer, et la mer l'a lavé et l'a rendu libre. Elle ouvrit une petite boîte en bois sur la table à côté d'elle, et en sortit une unique pierre sombre et lisse. Elle était fraîche au toucher, sa surface usée jusqu'à un poli parfait par le passage du temps et le contact de mains aimantes.
Elle la pressa dans la paume d'Isaac. « Ceci vient de lui, dit-elle. Kao l'a donné à ton père, et je l'ai gardé pour toi. C'est un morceau de la terre qu'il a laissé derrière lui, mais son esprit est dans l'océan. Chaque fois que tu vois une rivière, chaque fois que tu entends la pluie, tu entends un morceau de son voyage. » Isaac referma ses doigts sur la pierre. Elle semblait solide, réelle, un lien tangible avec le père qui était à la fois un homme et un mythe. L'histoire n'était plus un secret murmuré dans la peur. C'était une fière bannière de leur héritage, un témoignage d'une liberté miraculeuse qui défiait toute explication. Hara n'était pas une figure de tragédie, une femme laissée pour côte. Elle était une survivante, une gardienne d'une flamme sacrée. Le contraste entre sa nouvelle vie de dignité tranquille dans cette petite maison sur le monde brutal et déclinant de la plantation était absolu. Ici, l'histoire d'Isaiah Green n'était pas un mystère obsédant, mais une berceuse d'espoir. Le littoral était un endroit sauvage et balayé par les vents, où la terre rencontrait la mer dans un tumulte spectaculaire de roches grises et de pins robustes rabougris par le sel. L'eau était d'un bleu-vert profond et agité, coiffé d'écume blanche. Et l'air était si pur et vif qu'il semblait être un tonique pour les poumons. L'époque était ambiguë. Le lieu, un mystère. Cela aurait pu être la Nouvelle-Écosse. Cela aurait pu être la côte de l'Afrique. Cela aurait pu être l'Angleterre. C'était simplement ailleurs. Ici, au bord de la mer, vivait un homme. Il était plus âgé maintenant, ses cheveux et sa barbe parsemés de gris. Son visage était une belle carte, burinée d'années passées au soleil et au vent. On le reconnaîtrait comme Isaiah. Il était constructeur de bateaux. Son atelier, un grand hangar aéré qui sentait la sciure de bois, le goudron et le sel omniprésent de la mer. Ses mains, toujours puissantes et calleuses, se déplaçaient avec une grâce familière et assurée, façonnant le bois non pas avec force, mais avec une compréhension intime de sa nature. C'était un homme respecté dans le petit village de pêcheurs qu'il appelait sa maison. Il avait une femme, des enfants, et même des petits-enfants qui grimpaient sur ses genoux et écoutaient ses histoires, des histoires de la mer, des créatures de ses profondeurs, des étoiles qui guidaient les marins chez eux. Il ne parlait jamais de la forge, de la chaleur ou du poids des chaînes. C'était une vie qui appartenait à un autre homme dans un autre monde. Ce soir-là, comme à son habitude, il se promenait le long du rivage alors que le soleil commençait à se coucher. La plage n'était pas de sable, mais un ensemble de galets gris et lisses et de squelettes enchevêtrés de bois flottés blanchis par la mer. Il se pencha et ramassa un morceau de bois, sa surface usée et lisse par la caresse sans fin des vagues. Il le retourna dans ses mains, ses pouces sentant la texture, le grain, l'histoire de son voyage. Il regarda le vaste océan infini, une étendue chatoyante d'argent et d'or sous le soleil couchant. Il s'étendait jusqu'à l'horizon, rencontrant le ciel en une ligne continue et infinie. Il marcha jusqu'au bord de l'eau, les vagues sifflant et soupirant en glissant sur les pierres à ses pieds. Il s'accroupit, plongea sa main dans le ressac et porta l'eau à ses lèvres. Il la goûta. Elle était salée, propre et vive, et profondément, merveilleusement salée. Un lent sourire se propagea sur son visage, un sourire de paix, de souvenir, de contentement profond et bien établi. Nous n'avons pas besoin de connaître les détails de son voyage impossible, car expliquer la magie serait la diminuer. Le comment n'avait pas d'importance. Le fait que c'était arrivé était tout. Il était ici. Il était libre. L'image était d'une paix parfaite et puissante. C'était un homme défini non pas par le fer qu'il avait autrefois porté, mais par la grande eau purificatrice qu'il avait libérée. La caméra de notre esprit recule encore et encore, le montrant comme une petite silhouette solitaire sur le fond immense et à couper le souffle de la mer et du ciel. Il avait survécu. Il avait enduré. Il était devenu